Bienvenue au cœur du conflit, le podcast pour décrypter, comprendre et gérer vos conflits avec stratégie. Avec Karine Diava et le cabinet Resolveco, votre expert en gestion de conflits, conseil, coaching et médiation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur du conflit. Aujourd'hui, pourquoi dans un conflit, les mots qu'on échange ne font jamais le travail qu'on croit ? Dans cet épisode d'Au cœur du conflit, nous allons mettre en lumière les deux niveaux de communication qui coexistent dans tout échange, le contenu et la relation, et comment les micro-signaux vont s'accumuler silencieusement jusqu'à rendre la communication impossible. Et je vous donnerai à la fin une action concrète, une question simple à vous poser avant de réagir dans votre prochain échange tendu, pour commencer à désamorcer la situation avant qu'elle ne soit irréversible. Pour illustrer tout ça, j'ai invité aujourd'hui Thomas, qui a vécu un conflit avec son associé pendant 18 mois au sein d'un cabinet de conseil en réorganisation informatique qu'ils ont cofondé ensemble. Alors je dirais, et il nous en dira plus s'il coche toutes les cases. La communication qui déraille, les micro-signaux qui s'accumulent, l'escalade invisible, la perte de confiance progressive. Donc si vous traversez un conflit professionnel avec un associé, un partenaire, un manager, vous allez peut-être vous reconnaître dans ce qu'il décrit. Si vous êtes en conflit ou si le sujet vous intéresse, écoutez jusqu'au bout. Vous y trouverez des clés essentielles. C'est parti. Alors Thomas, bonjour. Décrivez-moi une scène, pas la situation globale, mais un moment précis où vous avez senti que quelque chose s'était vraiment cassé. Oui, bonjour. C'est-à-dire qu'il y a environ 8 mois, Marc, mon associé a recruté un ingénieur, data system, en fait, sans m'en parler et ce n'est pas une violation ou c'était pas une violation grave en soi, mais, heu, comment dire? Bon, d'accord, c'est son périmètre, c'est les équipes techniques, mais, j'ai appris le recrutement parce que la nouvelle, recrue m'a envoyé son contrat signé au archivage. Alors, Marc ne m'avait pas mis dans la boucle. Et j'ai compris qu'on venait d'intégrer quelqu'un dont je connaissais même pas le nom, qui allait intervenir chez mes clients. Donc je lui ai envoyé un message à Marc, bien sûr, «Tu aurais pu me prévenir» et il m'a répondu: «En fait, je t'en avais parlé en réunion». Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce que ça vous a fait? Ah! Une rage froide, pas à cause du recrutement lui-même. De toute façon, l'ingénieur, il est très compétent, hein, les clients l'apprécient, mais ce «je t'en avais parlé en réunion», c'était comme si ma réaction n'avait pas de raison d'être, comme si j'étais transparent. Ce que vous décrivez, c'est l'exemple parfait du problème que cet épisode va décortiquer. Il y a eu 4 mots d'un côté, 6 de l'autre, hein. Et entre ces 10 mots, j'ai presque envie de vous dire tout un incendie. Alors pourquoi? La première chose à comprendre, et c'est vraiment la base de tout ce qui suit, dans toute communication, il y a 2 niveaux qui coexistent en permanence. Le premier, c'est, on va dire, le niveau du contenu, hein, ce qu'on dit, les informations échangées, les faits. Le second, c'est le niveau de la relation. Ce que cet échange dit sur la place de chacun, sur la reconnaissance mutuelle, sur le lien qui existe entre les deux personnes. Ces deux niveaux sont toujours présents simultanément. Et la plupart des conflits ne naissent pas d'un désaccord sur le contenu, sur les faits, ils naissent d'un désaccord, souvent inconscient, sur le message relationnel. D'accord, mais dans mon cas, le message relationnel de Marc, c'était quoi? Eh bien, au niveau du contenu, Marc vous donne une information. L'événement a été mentionné en réunion. Tu étais là. Mais au niveau relationnel, le message, qu'il le veuille ou non, c'est une mention en réunion, ça suffit pour toi. Tu n'as pas besoin d'être consulté séparément. Ta position dans ce cabinet ne t'ouvre pas un droit de regard particulier sur les décisions techniques. Et vous, vous avez reçu le message relationnel, pas l'information factuelle. D'accord. Et lui, il a probablement cru qu'il répondait, en fait, à une question, sur les faits. Très vraisemblablement. En fait, c'est là le malentendu, on va dire, structurel. Il y en a un qui parle au niveau relationnel, l'autre répond au niveau du contenu. Les deux sont convaincus d'avoir communiqué. Et aucun de vous n'a tort sur ce qu'il dit. Et pourtant, rien ne passe. Et ce mécanisme, il n'est pas réservé au conflit ouvert. Il est actif en permanence dans toute relation professionnelle dense. Dans chaque échange,
En fait, on transmet à la fois une information et une définition implicite de la relation. Le problème, c'est qu'on ne négocie presque jamais ce niveau relationnel explicitement. On le subit. Et quand il déraille, on n'a pas les mots pour le nommer. En fait, ce n'était pas le premier incident. Il y en avait eu d'autres, hein. Et est-ce que ça change quelque chose finalement, ce que vous décrivez? Bah, disons que ça l'amplifie considérablement. Et ça nous amène au deuxième mécanisme essentiel, les microsignaux. Un microsignal, ce n'est pas une décision unilatérale ou une parole blessante. C'est quelque chose de bien plus discret. Pris isolément, chacun se rationalise facilement. Accumulés, ils forment une narration relationnelle que votre cerveau construit automatiquement. Et cette narration devient le filtre à travers lequel vous lisez tous les échanges suivants. Je veux vous donner 2 scènes concrètes tirées de ce que vous m'avez décrit, puisqu'on a préparé, bien sûr, cet épisode avant ensemble. 2 moments précis. Et pour chacun, je vais vous donner la lecture que vous en avez faite et la lecture alternative qu'on aurait pu en faire. Parce que c'est là, en fait, que tout se joue. Ce que j'avais noté et ce que je veux prendre, c'est en fait la scène où un lundi matin, vous avez envoyé à Marc un email. Donc vous avez, c'est le fameux jour où vous avez un rendez-vous client le jeudi avec un client stratégique en pleine migration cloud. Et vous lui demandez un point rapide sur l'avancement technique pour être à jour lors du rendez-vous. Marc répond le mercredi soir, OK, je te fais un résumé. Et le résumé n'arrive pas avant le jeudi matin, je crois, c'est ça, 40 minutes avant votre départ. Et en plus, il est incomplet. Donc Thomas, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que vous avez lu dans ce délai et dans ce résumé incomplet. Que mon rendez-vous client ne comptait pas assez pour mériter 48 heures de préparation sérieuse. Et qu'est-ce que j'ai entendu d'autre? C'est que Marc considérait que la relation client, c'était secondaire par rapport à ce qui se passait finalement en interne. C'est une lecture cohérente avec la narration qui était déjà en place dans votre tête. Mais voilà maintenant la lecture alternative, non pas pour dire que vous aviez tort, mais c'est pour montrer ce qu'on ne peut pas savoir sans demander. Cette semaine-là, en fait, les équipes de Marc étaient en plein incident critique sur une migration pour un autre client. Donc un autre client avec une architecture cloud qui était défaillante en production. Marc avait 2 ingénieurs en astreinte depuis le dimanche soir. Et votre mail, il est arrivé dans ce contexte. Il ne l'a pas ignoré volontairement, en fait. Il l'a traité en bout de course quand il a pu. Oui, c'est vrai. Et je ne savais pas ça. Disons que c'est parce qu'il ne vous l'a pas dit et vous ne lui avez pas demandé. Et voilà comment un micro-signal s'installe. Une information manquante de chaque côté et chacun comble le vide avec ce qu'il croit déjà savoir de l'autre. Comment on aurait pu trancher? Eh bien, très simplement, avant d'interpréter une question. Est-ce que tu as quelque chose de critique cette semaine? Je veux m'assurer qu'on a le temps de préparer ce rendez-vous. Et ta réponse, vous aurez donné l'information, en fait. Et du coup, pas de narration possible. J'ai envie de prendre une deuxième scène. C'était sur une réunion d'équipe mensuelle. Marc présente devant les 8 personnes du cabinet une nouvelle offre de service. C'était audit de gouvernance de la donnée. Bon, peu importe, qu'il a construite avec son équipe technique. C'était la première fois que vous entendez parler de cette offre sous cette forme. Donc vous n'avez pas été impliqué dans sa conception, vous n'avez pas été consulté sur sa faisabilité commerciale. Oui, d'ailleurs, et j'ai souri pendant la réunion. Et j'ai dit que c'était intéressant, mais en rentrant ce soir-là, j'étais furieux. Parce que c'est moi qui vais devoir vendre cette offre. Et je n'avais pas été consulté sur un seul aspect. Ni le ciblage, ni le pricing, ni le positionnement, finalement, par rapport à ce que les clients nous demandent. Eh bien, votre lecture, Marc a conçu quelque chose dans votre domaine, la mise sur le marché, finalement, sans vous. Signe supplémentaire qu'il considère que votre expertise commerciale n'a pas sa place en amont. Et la lecture alternative, c'est Marc a construit cette offre à partir des demandes techniques qu'il entendait chez les clients, des signaux faibles finalement que ces ingénieurs remontaient depuis 6 mois, et il voulait valider la faisabilité technique avant d'en parler.
Il n'a pas pensé que la présenter en réunion sans vous consulter au préalable serait vécu comme une exclusion. Pour lui, c'était partager une avancée. Pour vous, c'était être mis devant le fait accompli. Et comment on tranche? Belle encore, une question posée à chaud aurait suffi. Mais une question bien posée. Non pas pourquoi tu ne m'as pas consulté, parce que ça va déclencher immédiatement la défense, mais comment tu as pensé qu'on allait articuler ma contribution sur cette offre-là? Cette question lui laisse la place de répondre sur l'avenir et pas donc de se défendre sur le passé. Oui, c'est qu'une différence de formulation qui change tout. Oui, elle ne présuppose pas l'intention. Et ne pas présupposer l'intention de l'autre dans un contexte tendu, c'est l'une des compétences les plus difficiles à maintenir et les plus précieuses. Je veux ajouter quelque chose sur ces deux scènes, parce que beaucoup de gens oublient cette dimension. Les micro-signaux ne restent pas entre vous deux. Dans un cabinet de 8 personnes, l'atmosphère, en fait, ça se ressent. Vos ingénieurs data system, vos techniciens, en fait, ils perçoivent quand les deux têtes, donc des deux associés, ne fonctionnent pas ensemble. Pas parce qu'ils écoutent aux portes, en fait, mais parce qu'ils le lisent dans la façon, finalement, dont les réunions se tiennent, dans la façon dont les informations circulent, ou ne circulent pas, dans les regards échangés, quand une décision tarde à venir. Et ça crée quelque chose de très concret dans les équipes. De l'incertitude sur qui décide quoi, qui valide un choix d'architecture, qui valide une proposition commerciale. Et cette incertitude-là, en fait, elle n'est pas inoffensive. Elle consomme de l'énergie, elle ralentit, et elle pousse les profils qui ont le choix à aller chercher une structure, finalement, où les lignes sont claires. On a eu des départs cette année, donc il y a bien un ingénieur data system qui est parti après 8 mois, et puis une commerciale junior qui est restée au moins d'1 an. Et je n'avais jamais vraiment fait le lien, en Ce fait. n'est peut-être pas le seul facteur, mais dans un cabinet en tension à sa tête, les profils mobiles partent vers des structures où ils savent qui pilote. C'est un coût invisible du conflit qui s'ajoute à tout le reste. Oui, et là encore, c'est une différence de formulation qui change tout. Eh bien parce qu'elle ne présuppose pas l'intention. Et ne pas présupposer l'intention de l'autre, dans un contexte tendu, eh bien encore une fois, c'est une des compétences les plus difficiles finalement qu'on puisse développer. En fait, ce qui s'est passé avec ces deux micro-signaux, c'est exactement ce qu'on appelle le biais de confirmation relationnel. À partir du moment où la narration, je compte de moins en moins finalement, s'est installée, eh bien chaque nouvelle information passe à travers ce filtre. Le délai de réponse confirme le désintérêt. La présentation en réunion confirme l'exclusion. Ce qui devait être une question, finalement devient une preuve. Et Marc, de son côté, perçoit votre vigilance, même sans pouvoir la nommer. Les gens sentent quand on les observe à travers un prisme défensif. Ça se lit dans le ton, dans les silences, dans la manière un peu formelle dont les échanges se passent. Et quand Marc a perçu cette vigilance, eh bien il est entré lui aussi en mode défensif. C'est le début de l'escalade symétrique. Chacun réagit à la réaction de l'autre, personne ne pilote, et la spirale descend. C'est ce qui rend cette escalade particulièrement destructrice, c'est qu'elle est invisible. Ni vous ni Marc ne vous êtes dit « Eh bien, à partir d'aujourd'hui, nous sommes en conflit ». Vous avez glissé. Et le glissement, dans un cabinet comme le vôtre, où les équipes techniques voient tout, où les clients sentent la tension dans les réunions de pilotage, a des effets bien au-delà de vous deux. Mais est-ce qu'il y a un moment précis, en fait, où on aurait pu stopper ça? Pas toujours. Mais le moment le plus accessible, c'est celui qu'on appelle le point de divergence. C'est ce moment où vous avez senti pour la première fois que quelque chose ne se passait pas comme attendu. Et où vous avez choisi, consciemment ou non, de ne pas le nommer. Pas de vous accuser, c'est humain. Nommer quelque chose dans une relation professionnelle étroite, en fait, ça coûte. On a peur de créer un problème là où il n'y en a peut-être pas. On se dit qu'on va arranger ça naturellement et on laisse passer. Le problème, c'est que les choses qu'on laisse passer ne disparaissent pas. Elles s'accumulent. Et à un stade avancé, essayer de revenir au point de divergence ressemble à vouloir dénouer un lien en tirant dessus. En fait, ça sert encore plus. C'est là qu'intervient l'outil
dont je voudrais vous parler maintenant, c'est la métacommunication. Métacommuniquer, c'est sortir momentanément du contenu, donc du recrutement, de l'offre, du planning, pour parler de ce qui se passe dans la relation elle-même. Non pas pour accuser, mais pour rendre visible ce qui est invisible. Je veux vous montrer la différence entre une tentative de métacommunication qui part en vrille, parce que ça arrive, et il faut comprendre pourquoi, et une tentative qui crée quelque chose. J'ai essayé telle ou chose dans ce genre avec Marc, il y a environ 6 mois. Racontez-moi. On avait une réunion de travail sur le développement d'une nouvelle offre pour les PME en fait industrielles. Et Marc est arrivé d'une réunion technique, il était pressé. Et à un moment, j'ai dit Marc, voilà, je vais être direct. J'ai l'impression que depuis quelques mois, on ne fonctionne plus vraiment en associé. Et j'ai l'impression que tu prends des décisions seul et que tu me mets finalement devant un fait accompli. Et ça ne peut pas continuer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit que c'était faux, que j'interprétais. Je n'étais jamais disponible quand il avait besoin d'une décision rapide. Et ça a duré 20 minutes et on s'est séparés, plus crispés qu'avant. Analysons ce qui s'est passé, pas pour vous dire que vous aviez tort de vouloir aborder le sujet, mais pour comprendre, pourquoi ça a échoué structurellement. 3 problèmes dans votre tentative. Premier problème, le timing. Marc arrivait d'une réunion technique, il était pressé. Et du coup, en mode cognitif chargé, le cerveau humain n'a quasiment aucune capacité à traiter un sujet relationnel complexe. Ce qu'il faut faire en mode chargé, ce qu'il peut faire, défendre, contre-attaquer, fermer, pas écouter vraiment. Et donc, votre tentative de métacommunication a atterri sur un cerveau qui n'avait pas la bande passante, pour la recevoir. Le deuxième problème, c'est la formulation. Ça ne peut pas continuer, ça c'est un ultimatum. Même si ce n'est pas l'intention, ça déclenche automatiquement une réponse défensive. Et j'ai l'impression que tu prends des décisions seul, c'est un reproche, habillé en observation. Mais Marc l'a reçu comme ça. Et il a fait ce que tout le monde fait face à un reproche, il s'est défendu. Le troisième problème, c'est l'état émotionnel. Vous étiez en tension. Et en tension, même avec les meilleures intentions, le filtre défensif est actif des deux côtés. Vous n'étiez pas vraiment dans une posture d'écoute. Vous étiez dans une posture de confrontation. Et ça s'entend. Même quand on essaie de le masquer. Donc j'avais aucune chance. Pratiquement. Non pas parce que le sujet était mauvais. Il était juste, il était nécessaire. Mais parce que les conditions, n'étaient pas réunies. Voilà maintenant à quoi aurait pu ressembler une tentative qui respecte les 3 conditions. Même sujet, autre approche. Vous envoyez à Marc le lendemain matin, je voudrais qu'on prenne 30 minutes cette semaine. Pas sur un dossier en cours, juste pour parler de comment on fonctionne ensemble depuis quelques mois. J'ai besoin de comprendre certaines choses. Et je pense que toi aussi, tu en as peut-être besoin. Quand est-ce que tu es disponible? Le timing, c'est choisir le bon moment. Vous laissez à Marc choisir le créneau. Il va donc arriver dans cet échange sans pression opérationnelle. Dans la formulation, pas de reproche, pas d'ultimatum. Vous exprimez un besoin de compréhension et vous lui attribuez le même besoin, ce qui l'inclut au lieu de l'accuser. L'état émotionnel, en écrivant plutôt qu'en attaquant, de vive voix dans une réunion, vous vous donnez à vous-même le temps de formuler sans le filtre de la tension du moment. Et quand vous êtes assis ensemble dans ce créneau dédié, la phrase d'ouverture n'est pas « j'ai l'impression que tu fais X », elle est « quand j'apprends une décision de recrutement par email d'archivage, je me sens mis à l'écart. Et j'ai besoin de comprendre si on a glissé vers un mode de fonctionnement différent de celui qu'on avait imaginé, ou si je rate quelque chose. » Il y a la différence entre les 2 phrases est énorme. Dans la première version, vous accusez.
Dans la seconde, vous décrivez votre vécu. Ce qui est incontestable, personne ne peut vous dire que vous ne ressentez pas ce que vous ressentez. Et vous posez une vraie question ouverte. Vous lui laissez deux sorties en fait. Soit il confirme qu'il y a un glissement et on peut en parler, soit il vous dit que vous avez raté quelque chose et vous pouvez l'entendre. Cette différence, elle n'est pas seulement rhétorique. Elle change la nature de l'échange. Dans le premier cas, Marc doit défendre son comportement. Dans le second, il peut répondre à votre question. Oui, et ça change aussi ce qu'on peut entendre finalement de sa réponse. Exactement. Parce que quand vous posez une vraie question, pas une accusation déguisée, vous vous ouvrez à la possibilité que la réponse vous apprenne quelque chose. Et c'est ça la métacommunication dans sa forme réelle. Pas un règlement de compte sur ce qui s'est passé, mais une tentative de comprendre ce qui se passe entre vous, ensemble, à deux. Mais, et je le dis, je veux y revenir, la métacommunication, elle a 3 conditions. Si l'une manque, l'échange échoue. Même avec la meilleure formulation du monde. D'abord, c'est le timing, un moment dédié, pas de pression opérationnelle, pas en fin de réunion. L'intention, c'est le deuxième point. Vous n'êtes pas là pour avoir raison, vous êtes là pour comprendre. Si vous entrez dans cet échange avec la conviction que vous connaissez déjà la réponse, l'autre le sent et il se ferme. Et troisième point, c'est l'état émotionnel. Si vous êtes en pleine activation défensive, ruminant depuis 3 jours, la mâchoire serrée, eh bien attendez, ce n'est pas le moment. Un état émotionnel chargé filtre tout ce que vous entendez. Vous n'êtes plus capable de recevoir une réponse qui ne confirme pas ce que vous croyez déjà. Est-ce qu'on peut réunir ces conditions après 18 mois de tension? C'est la question honnête. Et je vais vous répondre honnêtement. Seul, probablement pas. Pas parce que vous ne le voulez pas, mais parce qu'après 18 mois, les 2 conditions les plus difficiles, l'intention et l'état émotionnel, sont compromises. Vous portez trop en fait d'historique. Et cet historique, il contamine tout, même quand vous essayez de l'écarter. Je veux parler de ce que cet historique fait concrètement, parce que beaucoup le sous-estiment. Vous et Marc, vous vous connaissez depuis combien de temps avant de fonder le cabinet? 12 ans. On a travaillé ensemble sur un projet client. On s'est bien entendu, on a gardé contact. Et puis, on a lancé la structure 3 ans après. 12 ans. Donc cette histoire, elle joue dans les 2 sens. Elle crée une profondeur de confiance initiale que vous n'auriez jamais avec un partenaire rencontré l'année dernière. Mais elle crée aussi quelque chose de plus lourd. Une mémoire émotionnelle très dense. Chaque incident actuel s'inscrit dans un fichier qui contient déjà 12 ans d'interaction. Et forcément, en fait, c'est pas rien. Ce n'est pas le Marc d'aujourd'hui que vous voyez, en fait, quand il envoie son email en retard. C'est le Marc, finalement, de 12 ans, avec les moments de complicité, les décisions partagées, finalement, sous pression, et maintenant, les blessures accumulées. Et ça amplifie tout ce qui vient du mauvais côté. Ça amplifie ce qui blesse. Et ça rend suspect les moments positifs, parce qu'ils entrent en contradiction avec la narration dominante. Un email chaleureux de Marc, après 10 mois de tension, vous le lisez comment? Je me demande ce qu'il veut. La mémoire émotionnelle filtre dans le sens de la narration installée. Et c'est pour ça que l'histoire longue dans un conflit, c'est pas un atout, c'est un amplificateur. Ce qui se serait passé sans trace dans une relation récente devient une preuve supplémentaire dans une relation ancienne en tension. C'est ce qu'on appelle le recyclage du passé. Quand vous dites à Marc, on devrait se concerter avant les décisions de recrutement, vous ne portez en fait pas seulement cette phrase. Vous portez cette phrase, en fait dans cette phrase, les 18 mois précédents. Marc le sent, même s'il ne peut pas l'articuler. D'où les réponses courtes, les fermetures, on en a déjà parlé. Il répond à l'historique.
pas à la phrase du jour. Et c'est précisément là qu'un tiers devient nécessaire, non pas pour décider à votre place, mais pour créer les conditions dans lesquelles ces 3 éléments peuvent être réunis malgré l'historique. Nous y reviendrons peut-être dans d'autres échanges, mais il y a encore une chose que je veux nommer avant de conclure cet épisode, parce qu'elle est très active dans ce que finalement vous décrivez dans la plupart des conflits professionnels durables. C'est le glissement des conversations. À un stade avancé de tension, vous et Marc n'avez plus vraiment les mêmes conversations. En apparence, si, vous parlez de planning, de recrutement, de positionnement. Mais en réalité, vous, les 2 parties, vous parlez d'autre chose. Votre question implicite à vous, c'est « Est-ce que tu me reconnais encore comme un partenaire égal dans ce cabinet ?» Et la sienne, c'est peut-être « Est-ce que tu vas encore freiner ce que j'essaie de mettre en place ?» Ces questions ne sont jamais posées. Elles contaminent toutes les conversations de surface. Donc on parle de planning ou de positionnement. Mais en fait, on ne parle jamais vraiment de ça. Jamais. Et c'est épuisant, parce qu'aucun sujet ne peut vraiment se régler. Le vrai sujet n'est jamais sur la table. À cela s'ajoute le recyclage du passé. Plus le conflit dure, plus chaque échange nouveau est chargé de tout l'historique. Quand vous dites à Marc, on devrait se concerter avant les décisions de recrutement, vous portez dans cette phrase les 18 mois précédents. Marc le sent, même s'il ne peut pas l'articuler. D'où les réponses courtes, les fermetures, on en a déjà parlé. Il ne répond pas à la phrase, il répond à tout ce qu'elle transporte. Et ce glissement, ce fait que les conversations de surface ne traitent jamais le sujet réel, a une conséquence pratique très concrète dans votre cabinet. Les décisions qui devraient être prises ne le sont pas. Les projets traînent, les opportunités passent, pendant que les 2 têtes, les 2 associés sont chacune finalement dans leur lecture de l'échange qui vient d'avoir lieu. Le conflit, il a un coût opérationnel direct. Et ce coût-là, en fait, il s'accumule aussi. Que vous soyez dans un conflit d'associés ou dans n'importe quelle relation professionnelle dense, c'est cette idée. Dans un conflit tendu, les mots ne voyagent jamais seuls. Ils transportent toujours, en même temps, un message sur la relation. Et c'est ce message-là, invisible, jamais dit, qui fait le vrai travail. Apprendre à poser la question. Suis-je en train de répondre au contenu ou à la relation? Et l'autre, qu'est-ce qu'il attend comme réponse? C'est la première compétence réelle en gestion de conflit. Tout le reste vient après. Et voilà l'action concrète que je vous propose avant de quitter cet épisode. Lors de votre prochain échange tendu, avant de répondre, posez-vous une seule question. Est-ce que je réponds au contenu de ce qu'il vient dire ou à ce que ça dit de notre relation? Cette question seule peut changer, en fait, la trajectoire de la conversation. Alors, juste une précision. Bien évidemment, se connaître depuis longtemps peut aussi avoir des avantages. Peut-être qu'on connaît mieux l'autre, qu'on a pu identifier ses besoins, qu'on peut connaître en fait ce qu'il redoute, etc. Mais là encore, en fait, ça demande un travail et un pas de côté. Alors, nous y reviendrons certainement dans d'autres épisodes. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est si vous sentez que vos échanges tournent mal, sans que vous compreniez pourquoi, que les conversations partent en vrille sur des sujets apparemment anodins et que vous n'arrivez pas à démêler ça tout seul, n'hésitez pas à nous contacter de nouveau. Voilà, Jerezovko. Donc nous proposons, et vous le savez, puisque vous en avez bénéficié, des accompagnements personnalisés en coaching et médiation qui vous aident à faire cette analyse en profondeur. Donc pour plus d'informations, je rappelle
le site www.resolveco.fr. Et si vous avez écouté ce podcast, si vous avez des questions, des situations dont vous aimeriez qu'on parle, dans un prochain épisode, écrivez-nous. Vos questions nourrissent notre réflexion. C'était ce qui se joue vraiment dans vos échanges. Pourquoi vos mots ne veulent jamais dire ce que vous croyez? Un épisode d'Au cœur du conflit. Pour aller plus loin, retrouvez la transcription de cet épisode et d'autres ressources sur mon site www.resolveco.fr. Merci de votre écoute et à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur du conflit, le podcast qui révèle les angles morts de vos conflits. Pour aller plus loin et débloquer vos situations complexes, retrouvez tous nos accompagnements sur www.resolveco.fr. Resolveco, votre cabinet spécialiste en gestion de conflits, conseils personnalisés, coaching stratégique et médiation pour vos situations professionnelles, familiales et personnelles. Si cet épisode vous a apporté des clés de compréhension et des outils, abonnez-vous et partagez-le. Vos questions et vos situations sont les bienvenues. Au cœur du conflit, un podcast Resolveco.